Je suis un expatrié qui vit en Chine depuis 10 ans et aujourd'hui je vais vous partager mon parcours, comment je suis passé d'un visa d'étudiant pour aller vers un visa de travailleur pour aujourd'hui être à un visa de entrepreneur et avoir ma propre société ici en Chine. Je fais cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions sur Facebook et je pense que l'intérêt que les gens ont dans la destination Chine, que ce soit pour les vacances, pour la découverte, pour les études ou aussi pour les affaires, pour l'exportation aussi, est très haute. Et du coup, je me dis qu'avec cette vidéo, je vais sûrement donner des conseils très utiles à ceux qui sont intéressés à venir ici via mon parcours, via mon histoire et via toutes les décisions que j'ai prises durant les 10 dernières années. 10 dernières années, ça fait longtemps quand même quand on y pense. Déjà, pour commencer, les gens, je suis de Madagascar. Alors, s'il y a quelqu'un de Madagascar qui regarde la vidéo, Kaiza, salam, merci d'être là. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a des gens de Madagascar. Écrivez-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous venez d'un autre pays. Parce que cette chaîne-ci, je l'ai créée pour communiquer avec tous les francophones du monde et pour partager ma passion, mon parcours et tout ce qui concerne la Chine. Donc, il y a 10 ans de cela, j'étais un étudiant diplômé de l'Institut national de tourisme et d'hôtellerie à Madagascar, Antananarive. J'avais fait 2 ans, 3 ans je pense. C'était un cursus pour devenir hôtelier, ok? C'était un cursus pour aller en management hôtelier. Au départ, je me disais, bon, je pense que tout le monde peut un petit peu comprendre l'état d'esprit aussi de l'état de pensée que j'avais. Je venais de finir mon bac, je venais de finir le lycée et je me suis dit, bon, je fais quoi? On se pose tous cette question lorsqu'on a fini le bac et lorsque c'est le temps de partir à l'université. Je me dis, oh, je fais quoi? Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais aller en informatique? Est-ce que je vais aller en technologie? Est-ce que je vais aller en droit? Est-ce que je vais aller en finance, etc., etc. Et puis je me dis, ah, il y a beaucoup de calculs dans ces trucs-là. Ah, c'est très difficile, ça ne me dit pas. Mais tiens, j'aime bien cuisiner, du coup, pourquoi je ne rechercherais pas un cursus qui m'apprendrait à cuisiner ou un cursus qui, au moins, me fera pénétrer dans l'univers de la nourriture. Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai fini à l'INTH. Je ne regrette vraiment pas d'être allé là-bas parce que, en dépit du fait que j'ai pas trop été le plus intéressé dans les filières, et ça c'est pas de leur faute, hein, c'est juste parce que bon, c'était moi, je me suis rendu compte que j'aime cuisiner, mais lorsque c'était le moment de faire des stages et tout ça, je me suis rendu compte que c'est dur de travailler dans un hôtel, j'en veux pas. Mais il y a un cours qui m'a bien marqué jusqu'à aujourd'hui, c'était en 3e année, c'était un cours d'entrepreneuriat en hôtellerie. Et je suis sûr que c'est ce cours-là qui a commencé à forger ma mentalité d'entrepreneur, et c'est grâce à ce cours-là en partie que aujourd'hui j'ai fini par devenir entrepreneur, parce que c'est un petit peu ce cours-là en fait qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a fait découvrir que hey, tu peux être patron de toi-même, t'es pas obligé de travailler pour quelqu'un, tu peux aussi avoir tes propres règles, ta propre compagnie et faire tes propres choses. Donc, quelque chose de quoi je suis très reconnaissant à l'INTH. Si quelqu'un de l'INTH regarde cette vidéo, je vous suis super reconnaissant pour le travail que vous faites. Et aussi, si des étudiants de l'INTH regardent cette vidéo, faites-moi signe et dites-moi comment ça se passe de votre côté. Mais en gros, j'ai fini l'INTH, du coup, je me suis dit, bon, je sais pas ce que je vais faire. Carrément, je sais pas ce que je vais faire. Et à l'époque, j'étais assez passionné de salle de sport, j'étais assez passionné de gym. Du coup, après ma 3e année à l'NTH, après avoir reçu mon diplôme, je me suis dit, bon, allez, je vais faire 1 an de langue, je vais faire 1 an de langue anglaise. C'était à l'English Teaching Programme. Je ne sais pas si c'est toujours le nom actuellement, c'était à Antananarive, c'est là. Qu'ils étaient. Donc j'ai fait 1 an de langue et entre-temps j'ai aussi fait des petits boulots ici et là. J'ai fait des petits boulots et des stages dans les salles de sport en tant qu'entraîneur. J'ai fait des petits boulots aussi avec mon père, à la société de mon père. Et puis toute une année est passée et on s'est dit, écoute, il faut que tu passes à l'étape supérieure. Tu peux pas rester ici si tu veux vraiment te développer. Et à l'époque, mon grand frère était déjà ici en Chine. À l'époque, il était déjà ici depuis, je pense, 5 ans. Et ma soeur, elle était à Paris, elle était déjà en France, elle étudiait en France, et j'avais le choix en fait. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai pesé le pour et le contre, on va aller en Chine. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, un petit peu en plein milieu de mon année sabbatique, que voilà, allez, on va s'inscrire à une université. Du coup, c'est de là que vient la première leçon. Si tu veux venir en Chine pour t'inscrire dans une université,
La meilleure manière, il y a trois manières, je pense. Alors, ce qu'on a fait au départ pour mon grand frère, c'était mon père a contacté des agents qui octroient des bourses, des agents dans le pays à Madagascar qui octroient des bourses. Et c'est comme ça que nous avons trouvé qu'il y a une université en Chine actuellement qui octroie des bourses complètes à des étudiants de Madagascar. Et je suis sûr qu'ils font ça dans beaucoup d'autres pays africains ou dans beaucoup d'autres pays francophones. Donc si tu as des ambitions de vouloir venir ici, je suis sûr qu'il y a des agences. Je suis sûr qu'il y a des agences pédagogiques et éducationnelles qui se chargent de ce genre de choses et que tu peux aller voir pour leur dire hey, j'ai envie de partir en Chine, comment se passent les choses. C'est la première méthode. La deuxième méthode, c'était ma méthode à moi. Mon grand frère était déjà ici en Chine, donc j'avais déjà accès un petit peu à l'information. Il savait déjà un petit peu où je devais aller, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et il s'est un petit peu occupé et a beaucoup aidé pour mon inscription. Donc la deuxième manière, c'est et quelqu'un qui est déjà en Chine. Est-ce que tu as des connaissances? Est-ce que tu connais une communauté? Est-ce que tu connais quelqu'un à qui tu peux faire confiance pour t'occuper de ton inscription? La troisième méthode, c'est que tu peux le faire toi-même parce qu'au final, c'est vraiment facile de faire une recherche sur Internet et de juste taper école supérieure de blablabli, blablabla, en Chine, master, licence, doctorat, etc., etc., inscription. Et après, tu regardes les modalités d'inscription et tu t'inscris. Et un truc aussi super important, c'est le fait que il faut le faire super à l'avance. Je me rappelle, il fallait que je parte le septembre 2017, mais en mars ou février 2017, il fallait déjà boucler les inscriptions et les inscriptions étaient déjà terminées. Donc, si tu t'inscris un petit peu plus tard que ça, je ne sais pas si c'est encore la même chose aujourd'hui. Rappelle-toi, je suis venu il y a 10 ans, donc je suis sûr que plein de choses ont changé. Il faudrait le faire en avance, c'est-à-dire, si tu veux venir l'année prochaine, par exemple, je te conseille déjà de regarder dès maintenant les dates, parce que si ça se trouve, ils font des choses très en avance. Mais bon, bref, l'inscription s'est passée super facilement. Ils m'ont demandé de leur donner mes diplômes, mes aptitudes en chinois, mes aptitudes en anglais. Le côté aptitude en chinois et aptitude en anglais, ça m'inquiétait un peu parce que mon chinois, c'était complètement zéro pointé. Je faisais des cours au Confucius et je faisais aussi des cours dans une autre institution privée, un petit peu en centre-ville, mais c'était dur et j'étais pas consistant. Je faisais juste une fois par semaine et j'étais pas sérieux, je prenais rien au sérieux. Et j'avais pas de diplôme officiel de chinois, tu vois. Il y a les HSK1, HSK2, HSK3. Le besoin primaire, super important pour venir en Chine, de nos jours, actuellement, parce qu'il n'y avait pas ça avant, c'est d'avoir un HSK. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, j'étais un petit peu concerné et un petit peu inquiet. Je me suis dit, bon, j'ai pas d'HSK, j'ai pas de diplôme, comment est-ce qu'on va faire? Et ça a marché quand même. J'ai quand même déposé un petit certificat d'éducation de langue chinoise et aussi le diplôme que j'ai eu de l'English Teaching Program avec tous mes diplômes. Et voilà, en gros, pour faire rapide et pour faire simple, j'ai été accepté et ils m'ont envoyé tous les papiers nécessaires pour la préparation du visa. J'ai obtenu ces papiers. C'est un papier qui s'appelle le GJW 202, je pense, que tu dois utiliser et amener vers l'ambassade de Chine pour faire l'inscription de ton visa, sans quoi tu ne pourras pas être octroyé de visa étudiant. Le visa étudiant est venu, ils m'ont donné 30 jours d'abord, si je ne me trompe pas, et après 30 jours, parce qu'après mon arrivée ici, on a dû passer par une séance formelle comment on appelle ça, de prise de contact, de inscription officielle, de confirmation, genre ok, tu es là, mais est-ce que tu vas vraiment aller en cours? Et c'est après ça qu'on est encore allé au bureau d'immigration, au centre de visa, pour leur dire, voilà, c'est bon, j'ai déjà tous mes papiers officiels, je suis inscrit pour toute l'année, maintenant il me faut un visa pour toute l'année, et c'est après ça que j'ai obtenu mon visa. Ok, donc voilà un petit peu l'étape pour le visa. Quelque chose que je vais dire d'abord à propos des études, c'est que il faut que tu sois sérieux. La Chine, elle va t'octroyer des opportunités de dingue pour venir travailler, pour venir étudier ici et pour venir voyager ici. Maintenant, je pense, il y a combien de pays peuvent obtenir des visas gratuits pour venir visiter la Chine pour du tourisme pendant 30 jours. C'est fou. Et ça, c'est pour les voyageurs. Mais si tu es étudiant aussi, il y a plein de possibilités, il y a plein de facilitations et il y a vraiment plein de opportunités. La Chine, un petit peu, c'est le pays qui t'appelle en fait.
c'est le pays qui est super développé et qui n'a pas peur de dire venez ici les visiteurs. C'est pas comme les autres pays parce que une des raisons en fait pour laquelle j'ai choisi de venir en Chine, c'est parce que je savais que partir en France c'était compliqué de sa mère. Je savais que c'était pas facile de partir en France, que les modalités de visa allaient être super difficiles et qu'ils allaient demander des papiers, ils allaient faire plusieurs interviews, et après plusieurs interviews, vérifier mes comptes en banque, etc., pour au final me dire non sans m'expliquer pourquoi. J'ai vu ça, j'ai vu pour la Chine, tu y vas juste une fois, tu déposes ta demande, après 2 semaines, tu fais une demande express, c'est confirmé. Et c'est quand même grave quand on y pense parce que quand tu vois comment la Chine est développée, je pense que la Chine, au moment où je vous parle, est l'une des puissances économiques, une des top puissances économiques du monde. Quand tu vois comment elle est développée et bien organisée et vraiment en phase d'essor, tu te dis en fait que ça devrait être la Chine qui a tellement de règlements. C'est la Chine qui devrait essayer de repousser les gens. Mais lorsque je regarde comment ils agissent actuellement, comment ils agissaient il y a 10 ans et comment ils agissent aujourd'hui, je me dis, ils n'ont pas peur en fait des visiteurs. Ils se disent, ouais, venez, venez, on va voir comment s'occuper de vous. Alors que, de mon point de vue, la France, même les USA, le Canada et tout ça, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes quelqu'un qui a quitté votre pays natal et qui est allé vers ces différents pays. Comment était le processus? Est-ce que c'était lent? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était stressant? Parce que de mon côté, franchement, je n'ai pas eu de stress du tout lorsqu'il a s'agit de faire mon visa. Et sur toutes les fois où j'ai dû renouveler mon visa pour rester ici, il n'y a jamais eu de stress. Donc, c'est un petit peu le côté positif. Mais revenons à ce que je voulais dire tout à l'heure. Il faut que tu sois sérieux, il faut que tu sois quelqu'un de bien. Il faut juste pas que tu viennes ici avec l'intention de devenir un trou du cul et de devenir un criminel et de manquer de respect à la culture, de manquer de respect aux gens, tu vois, de venir ici et de donner une mauvaise image à ton pays. Parce qu'il y a des gens qui font ça, hein, il y a des gens qui font ça ici. Il y a plein dans les nouvelles, dans les groupes chats, dans les sites, les magazines en ligne chinois, il y a toujours des mauvaises nouvelles de expatriés qui ont fait ceci, qui ont agressé des jeunes filles chinoises, expatriés qui sont allés en prison parce qu'ils se sont bagarrés à l'extérieur d'un club, expatriés étudiants qui se sont fait attraper en train de voler quelque part. Il y a beaucoup de... C'est facile de venir ici et de directement obtenir une mauvaise réputation si tu ne fais pas attention. La deuxième chose, c'est si tu viens ici pour les études, sois sérieux. Parce que les Chinois, ils vont te supporter, ils vont te soutenir jusqu'à un certain point. Mais s'ils voient que tu ne fais rien du tout et que tu viens ici juste pour vivre et pour ne pas essayer, là, les choses vont mal tourner pour toi. Ce qui n'a pas été mon cas, parce que moi, quand je suis venu ici, je me suis dit, ouais, je vais étudier, je vais tout casser en mon master. Donc, après 2 ans, j'ai obtenu mon master. J'ai fait un master en administration d'entreprise. L'idéal pour moi, avant de venir ici, ça aurait été de terminer, de trouver un petit peu quelque chose de similaire à mon diplôme d'hôtellerie. C'est pour ça que j'ai parlé de l'hôtellerie vite fait, parce que comme ça, vous allez un petit peu voir comment mon cursus académique, il manque de logique et de continuité qui make sense, tu vois. Mais en bref, hôtellerie durant ma licence, et j'ai pas trouvé, il n'y a pas eu d'université, c'était un peu bizarre, hein, il n'y a pas d'université ici qui font l'hôtellerie, tu vois. Donc, je suis directement allé dans quelque chose genre, ok, je vais trouver quelque chose de différent, mais qui peut quand même s'ajouter à l'hôtellerie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le MBA, Business Administration. Donc, j'ai eu mon master, et à la fin de mon master, ben, c'est la fin de mon cursus scolaire, j'ai mon diplôme en main, et ça veut donc dire que il faut que je parte, mon visa va bientôt se terminer. Mais moi, j'étais pas venu ici juste pour faire les études et pour rentrer chez moi après. Et en plus, tu vois, les gens, ils arrêtent pas de dire, et je sais pas si vous allez comprendre ça, vous qui êtes partis de chez vous, surtout si on vient d'un pays sous-développé et qu'on vient vers un pays plus développé. De temps en temps, ça va nous manquer, de temps en temps, on va vouloir rentrer à la maison, et de temps en temps, on va vraiment planifier de rentrer à la maison, mais de temps en temps, les personnes autour de nous, nos proches, qui sont encore à la maison, ils vont nous dire « Hey, t'as rien à faire ici, reviens pas ici, rentre pas ici frère, reste chez toi là-bas, y a rien pour toi ici, c'est pété, c'est pourri, y a rien pour toi à gagner. »
Et c'est quand même assez grave. Mais bon, bref, mon raisonnement, c'était, bon, apparemment, je pense que tout le monde a raison. C'est mieux de rester ici parce que même si ça fait mal d'être à 14 000 kilomètres de chez moi, de mon pays natal, ça fait partie tu vois, marcher et faire des pas à l'extérieur de ta zone de confort et de essayer de te trouver des opportunités. Donc, je me dis, bon, faut que je reste, faut que je trouve des opportunités pour rester. Et l'opportunité, ça aurait dû être de travailler et de trouver un travail directement en tant que MBA. Mais quelque chose qui se passe ici, c'est que ce genre de filière, ce genre de domaine, genre MBA, finance, les trucs super corporatifs et comme ça, là, c'est assez difficile en tant qu'étranger de trouver des travails directement qui vont dans ça. Parce que la réalité, c'est que bon, à moins que tu viennes d'un pays européen ou d'un pays qui est super super réputé et qui débouche ce genre d'étudiants et qui a vraiment un palmarès super haut. Et que tu viens en tant que transfert d'un autre pays, d'un autre poste, d'une autre compagnie, d'un autre pays qui est supérieur. Parce que ici en Chine, dans une de mes sociétés, je suis un coach nutritionnel et je travaille avec beaucoup de patrons, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders, beaucoup de managers et leaders exécutifs dans des compagnies internationales. Et c'est rare de trouver. La plupart d'entre eux viennent de pays comme l'Allemagne, l'Amérique, l'Australie, la France, l'Italie. Donc c'est ces pays-là en fait qui ont des opportunités pour les gens de ce pays pour aller dans des filières qui sont un petit peu, tu vois, les filières corporatives, les filières bureautiques, les filières super suit and tie, super chemise, cravate et tout ça. Mais si en tant qu'étudiant, tu espères aller de tes études et directement trouver un travail dans ce même milieu, ça va être super difficile. Donc c'est un petit peu ça la réalisation que j'ai eue et je me suis dit, bon, on dirait que ça va vraiment être difficile ou ça va me prendre plus de temps pour trouver du travail dans ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me réinscrire en doctorat, comme ça au moins j'ai une extension de mon visa et je pourrai voir quoi faire. Okay? Entre-temps, durant ma première année de master, ma deuxième année de master, ma première année de doctorat, ma quatrième année de doctorat, durant ces 4 années, il y a quelque chose que je n'ai jamais arrêté de faire, c'est le fait de m'entraîner et c'est le fait d'essayer d'entraîner des gens. Dès que je suis arrivé ici, en fait, je me suis dit, je ne vais pas me limiter juste à étudier, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais déjà cette passion pour le fitness depuis l'époque depuis la maison, depuis que j'ai étudié à l'INTH. Je voulais toujours avoir cet impact dans le monde du fitness. Et d'ailleurs, mon histoire, je te la raconte, la raison pour laquelle je suis devenu tellement obsédé par le fitness, c'est parce que lorsque je pense que j'avais 15 ans, non, 16-17 ans, je pense, j'étais avec quelqu'un, j'étais avec une fille, c'était ma toute première vraiment super relation super sérieuse. Et je pensais qu'on allait se marier. Comme tout adolescent qui tombe amoureux, tu penses que tu vas me marier la première avec qui tu te mets en relation sérieuse. Mais c'était pas le cas. La version courte, c'est qu'elle est partie dans un autre pays, dans une autre ville. On était en relation à distance. Et après, bah, écoute, on était jeunes. Elle, surtout, elle était jeune. Elle était dans une autre ville. Elle voyait d'autres personnes. Donc, on a commencé à se distancer. Ça m'a fait super mal. Je suis tombé en dep pendant un mois. Après un mois, je me suis dit, il faut que je me ressaisisse et il faut que je fasse en sorte qu'elle me regrette. C'était ça mon objectif à l'époque. Je me suis dit, faut que cette conne me regrette. Tu vois. J'avais la haine, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai découvert comment la salle de sport, comment la musculation, comment la culture physique, en addition au fait que je faisais déjà beaucoup de basket, j'ai découvert comment le fait tu vois, de te construire un corps, de te forger un corps, apportait tellement de bénéfices à comment tu te sens, à de quoi tu as l'air physiquement, et beaucoup de choses en fait. Donc, c'est un petit peu à partir de là que j'ai eu cette drogue de vouloir partager ce que je fais parce que je me dis que quelque part dans le monde ou quelque part autour de moi, il y a aussi quelqu'un qui est en train de avoir leurs propres problèmes psychologiques, émotionnels, mentaux, personnels, que je suis sûr la salle de sport et faire de la musculation peut sauver et peut aider.
Donc c'est de là que ça a commencé. Et j'ai voulu ramener cet impact ici en Chine. Donc j'ai créé une super communauté hein, avec les autres étudiants de mon université. Mon cousin et moi, on était venus ici ensemble. On entraînait tous les étudiants de l'université. On les amenait au terrain de foot, on les amenait au stand, comment on appelle ça? La piste de course. On faisait vraiment quelque chose de super qui avait vraiment de l'impact. Donc j'avais toujours ce petit truc-là. De temps en temps, j'entraînais en présentiel, en un à un. Donc j'avais toujours ce petit truc-là qui, petit à petit, devenait quelque chose. J'avais ma petite réputation déjà qui commençait à se construire. Et bah, après ça, bah, on revient au doctorat vite fait. La pandémie du Covid commence. Je suis en première année de doctorat, si je me trompe pas. Mes parents viennent pour la première fois en Chine en fin 2019. Le doctorat commence en début 2020. Mes parents se retrouvent bloqués en Chine. Je me retrouve aussi, super longue histoire, je me retrouve aussi à arrêter. L'école s'arrête, personne ne va à l'université, donc les cours s'arrêtent. Un petit peu après ça, les choses résument parce que je pense que la Chine elle était en quarantaine sérieuse, en lockdown super super strict pendant quelques semaines, mais c'était les semaines les plus douloureuses de ma vie sur plein de plans, mais je pense on parlera de ça dans une autre vidéo. Mais en gros, la pandémie a vraiment changé beaucoup de choses parce que là, il fallait qu'on apprenne à étudier en ligne. On pouvait plus se voir physiquement. Il y avait ce truc, il y avait ce gros shift, cette grosse transition qui faisait que maintenant, la vie sociale, les interactions sociales, voir les gens physiquement, les rencontrer, faire des trucs, que ce soit à l'extérieur, entre amis, au boulot et surtout à l'école, ça allait être impossible que tout allait devoir se faire sur ordi, sur Zoom, sur des logiciels à distance. Et j'ai pas aimé ça du tout parce que à l'époque, durant ma première année de doctorat, si vous le savez ou pas, quand tu es un docteur, quand tu es un étudiant docteur, tu as 4 ans pour préparer une thèse gigantesque, mais chaque année aussi, il faut que tu publies une recherche. Et pour publier cette recherche, il faut que tu étudies tout le temps et il faut que tu vois ton superviseur, ton mentor à l'école, ton mentor académique au moins une fois par semaine, ce qui n'était pas possible pour moi. Donc, je me retrouvais dans une situation où je m'adaptais à ce changement bizarre. Je pouvais plus aller à l'école pour étudier, je pouvais plus aller à la bibliothèque, je pouvais pas faire mes recherches, sauf si c'était sur mon iPad, parce que j'avais même pas d'ordi avant. Si, je pense que j'en avais un, mais il marchait pas bien. Mon ordi, avant, il était sous assistance respiratoire. Tu vois, c'est ce genre d'ordi qui, lorsque tu débranches le chargeur, l'ordi, il meurt. On a tous eu ce genre d'ordi au moins une fois dans notre vie. J'avais un ordi de merde, j'avais une situation de merde, je pouvais pas étudier, je pouvais pas voir mon superviseur, donc je me suis dit, écoute, c'est difficile, je sais pas si je vais pouvoir continuer comme ça. Entre-temps, je recommençais un petit peu à résumer mes petits trucs d'entraînement fitness. Je me suis dit, écoute, il n'y a pas d'école, aucun besoin d'aller à l'école, et la vie résume un petit peu son cours, on peut bouger ici et là. Je vais commencer à faire mon truc personnel à moi. Je vais vraiment commencer à élever ce que j'offre aux gens. Je vais commencer à trouver des clients. Je vais commencer à trouver, à essayer de me faire payer via mon talent. Et donc, l'époque pandémie et après pandémie, pour moi, c'était surtout ça ce que je faisais. J'étudiais pas. Je faisais rien. Je faisais rien pour mon doctorat du tout. Tout ce que je faisais, c'était de bosser. J'étais partout en ville parce que c'était aussi une bonne période parce que la plupart des gens sortaient de la quarantaine, la plupart des gens étaient redevenus... Beaucoup de personnes ont pris du poids et se sont beaucoup négligées. Et après la pandémie aussi, on s'est rendu compte que c'est super important de garder la forme, de prendre bien soin de soi. Donc, il y avait une évolution de la prise d'importance de la bonne santé qui, je pense, m'a trouvé à un super moment où moi, je commençais à aussi vraiment essayer de vouloir aider les gens en termes de leur santé. Donc, ça a bien marché, j'étais
partout dans la ville, frère, je te dis. J'habitais à l'extérieur de la ville, un petit peu, pas vraiment à l'extérieur, mais un petit peu au nord, loin du centre-ville. Mais il fallait que je voyage partout. Je me réveillais à 5 heures du matin, j'étais dans le métro, avec tout le monde, parce que tout le monde commençait à retourner au travail. J'étais debout, je dormais debout comme ça pour aller vers une destination, pour aller entraîner une cliente, après entraîner cette cliente. Je me rappelle, j'allais au McDonald's juste en face de là où elle habite pour boire un café, pour me réveiller, pour aller autre part et aller autre part, aller autre part. J'étais partout pendant une période de ma vie. Et comme on dit toujours, le travail dur et acharné, ça rapporte quelque chose. Durant cette même phase, j'ai eu une salle de sport qui m'a dit: Hey, on t'aime bien, on te voit souvent ici, on aimerait que tu viennes travailler pour nous pour devenir un coach de cours collectif. Je me suis dit: Bon, je pense que voilà, c'est l'occasion qu'il me fallait. Les études, ça marchait pas du tout. De toute façon, j'étais en train de tout. J'étais sûr que si je continuais à étudier, j'aurais perdu. Je me serais peut-être fait renvoyer parce que je négligeais tellement tout. Donc, je me serais renvoyé, me serais fait renvoyer, j'aurais perdu mon visa, je serais rentré chez moi. Du coup, je me suis dit: allez, je vais travailler, je vais quitter les études, je vais aller avec cette compagnie, je vais m'assurer qu'ils peuvent me donner un visa d'études, un visa de travail et je vais aller travailler avec eux. La discussion avec mes parents, lorsque je leur ai dit que je plaquais les études, ça n'a pas été une discussion facile. Parce que, rappelle-toi, ils étaient encore ici. Mes parents sont venus en 2019 et ils étaient censés rester seulement 2 mois. Mais après la pandémie du Covid, durant les 2 années après ça, donc de 2020 à 2022, mes parents sont restés et ont vécu avec moi parce que ils n'ont jamais pu trouver de vols qui se sont ouverts pour rentrer à Madagascar. C'était assez difficile, hein? Mais c'est aussi une période que... C'est une période que j'apprécie beaucoup aussi parce que ça m'a vraiment rapproché de mes parents dans un sens où, je sais pas, on s'est vu comme... Ils ont commencé à comprendre en fait ma passion pour tout ce que je faisais. Et il y a vraiment eu un instinct de respect qui s'est créé entre nous parce qu'avant, bien évidemment, j'étais leur bébé, j'étais leur gosse, ils s'occupaient de moi. Papa venait travailler, payer les factures, le loyer, maman cuisine, moi j'étais juste le gosse qui venait, qui venait de l'université. Mais durant le moment où mes parents étaient bloqués ici, ils ont vu comment je bougeais beaucoup, ils ont vu comment je m'acharnais, ils ont vu comment j'essaie vraiment de me développer. Ce qui a beaucoup aidé lorsque je leur ai dit: écoutez, je vais arrêter les études. Je ne dis pas ça pour dire que ma mère s'est pas fâchée. Hey les mamans, ça va être des mamans, elles vont se dire: non, j'ai envie que je continue les études. Ça a été une grosse engueulade entre moi et mes parents. Mon père, il m'a dit: écoute, les diplômes, ça va être important pour ton futur, etc., etc., etc. C'était un gros va-et-vient, mais dans ma tête, moi, je me suis dit: non, écoutez, j'ai confiance en ce que je suis en train de faire avec la salle de sport. Je vais le faire, je vais plaquer les études et je vais switcher. Au final, ils se sont dit: bon, écoute, c'est ton choix, au final, c'est ta vie, on espère juste que tout se passera bien. Donc, voilà, j'ai trouvé une compagnie, et cette compagnie a pu prendre tous mes dossiers et m'offrir un visa de travailleur pour que je devienne officiellement travailleur. Ce qui nous amène à l'astuce sur le visa travail. Parce que beaucoup de personnes me disent et viennent me demander comment obtenir un visa de longue durée en Chine. Donc, tu le sais déjà un petit peu jusqu'ici, il y a 2 manières. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, il faut que tu trouves une école et que tu te fasses accepter dans cette école et que tu finisses les inscriptions et que tu arrives et que tu confirmes que tu vas vraiment aller à l'école et comme ça, ils t'octroient un visa d'1 an. Ou bien, la deuxième chose, ce qui m'est arrivé après mon doctorat, tu trouves une compagnie et ils alignent tes diplômes et aussi tes capacités avec un poste qu'ils ont. Et de cette manière, ils peuvent aller au visa et leur dire: nous avons ce poste-ci qui correspond aux compétences de cette personne. C'est super important parce que par exemple, si j'étais genre un étudiant, je sais pas, un étudiant en droit et si je n'avais aucun certificat de fitness, ça aurait pas été logique du tout que j'aille dans un poste de... C'était quoi? Ils m'ont donné un poste de manager de la salle de sport, en gros.
Donc, le diplôme de administration d'entreprise, il était logique pour que mes ex-boss, ils aillent au bureau d'immigration et se disent, on va donner un visa à à ce garçon, voici notre contrat d'emploi, il va commencer à travailler pour nous. Donc, c'est super important que lorsque tu essaies de trouver un boulot ici en Chine et lorsque tu espères qu'une compagnie va t'embaucher, que le poste pour lequel tu postules ou le poste ou le visa pour lequel tu espères obtenir un travail, un truc de long séjour, il soit conforme à quelque chose que tu as sur ton CV parce qu'il regarde ça. Parce que, et après c'est logique quand on y pense. Parce que, je veux dire, tu vas pas être un. Si tu es un éleveur de bœufs, tu vas pas aller postuler pour devenir un éleveur de poules. Si tu vois un petit peu, tu vois. Donc, super important. Et après, ben voilà, tout s'est passé sans problème. J'ai obtenu un visa de 2 ans pour travailler avec cette compagnie. Et c'était les 2 meilleures années de ma vie parce que j'étais en train de faire ce que vraiment je voulais. Donc c'est un petit peu fou quand même quand on y pense parce que mon parcours, ça a commencé avec une dépression, un coup de cœur brisé. Et après, je me suis dit, non, je vais transformer cette peine, je vais canaliser cette peine et l'utiliser en énergie positive. Je vais commencer à m'entraîner. Commencer à m'entraîner, je suis devenu tellement passionné que je voulais maintenant aider des gens. Je suis arrivé en Chine, j'ai commencé à aider tout le monde. Je me suis construit une réputation, je construis un beau palmarès, un beau parcours de l'expérience. Et après, ben, je me suis fait reconnaître, je me suis fait remarquer, tu vois. C'est une leçon super importante que j'ai. Si actuellement tu es en train de vouloir faire quelque chose, si tu veux que quelque chose arrive pour toi, sois le meilleur à cette chose, tu vois. Sois le meilleur à cette chose, sois tellement bon qu'il devient difficile de te négliger, tu vois. Les personnes qui ne réussissent pas et qui n'avancent pas, c'est pas les personnes qui ne sont pas nécessairement des flemmards, mais ce sont juste des personnes qui n'ont pas encore vraiment poussé au-delà du seuil de la qualité et qui se sont rapprochés vraiment de la perfection. Moi, sans vouloir me vanter, j'étais un super coach. J'étais un super coach. Je sais vraiment comment communiquer avec mes clients. Je sais comment les encourager. J'ai étudié tout le temps. Donc, la science de l'entraînement, la science de la nutrition, je savais tout, tu vois. Donc, lorsque tu as toutes ces capacités, ça devient difficile pour une salle de sport qui a sa cervelle en place de t'ignorer. Mais donc, bref, voilà ce qui s'est passé. J'ai trouvé cette salle de sport et après, ben, ça a été 2 années, 2 super années. Ce qui nous amène maintenant à la dernière étape de mon parcours, qui est l'étape où j'ai décidé de devenir entrepreneur. Remarque, j'ai dit, c'était les 2 meilleures années de ma vie. De ma vie, lorsque j'ai travaillé avec cette salle de sport, parce que je rencontrais tout le monde des gens, j'entraînais tout le temps des gens. Mais en fait, en réalité, lorsque je regardais de la perspective du patron de la salle de sport, en fait, on était en train de mourir. Parce que Covid avait quand même laissé ce traumatisme, comme quoi il faut pas que les gens se rapprochent trop. Et d'ailleurs, justement, même après Covid, ici en Chine, il y a toujours eu des règlements bizarres. Hein. Même quand il n'y avait plus Covid du tout, il y avait toujours de grosses précautions qu'il fallait prendre tous les jours. Par exemple, il fallait toujours se tester une fois par semaine et valider et prouver avec un code QR dans ton téléphone. Et si tu voulais aller dans un endroit public quelconque, il fallait montrer ce code QR. Et tu entres. Et si par exemple, imagine que moi je me teste aujourd'hui, ok? Je me teste aujourd'hui, donc mon code QR, et je suis négatif, Covid négatif, mon code QR le montre. Ok, parce que la personne qui me teste aussi, ils envoient ça vers une base de données. Et donc, c'est négatif ouais, c'est négatif, donc je suis bien, je peux aller partout où je veux. Mais imagine, j'entre en contact avec quelqu'un qui avait Covid à l'époque. Imagine, je me suis pas bien protégé, j'avais pas mon masque, j'ai touché quelque chose d'infecté, et maintenant je suis infecté avec Covid aussi.
Et la prochaine fois que je me teste, vu qu'on on pouvait pas éviter ou s'enfuir des tests, il fallait vraiment faire ça une fois par semaine, parce que partout où tu allais, tous les endroits vérifiaient ton test, il date de quand. Et si ton test datait de plus d'une semaine, t'étais pas accepté dans l'endroit. Donc, si on voulait aller quelque part, ici en Chine, durant cette période après Covid, il fallait se tester et aller vers un kiosque au moins une fois par semaine. Comme ça, tu as un code vert qui te permet de aller essayer là. Donc, si par exemple je tombais malade, la semaine prochaine vient, je fais un test. Le test montre que je suis Covid positif. Ce qui va se passer, c'est que vu que tout est connecté avec mon téléphone, c'est tous les endroits que j'ai visités. C'est ça le plus pire. Ils vont retracer mon téléphone et toutes les localisations que j'ai eues avec mon téléphone, parce qu'il y a des caméras partout, les endroits où je suis parti, j'ai dû scanner le code Covid, donc partout où j'allais, en fait, j'étais enregistré. Et ce qui se passe lorsque je faisais mon test et que ça montrait Covid positif et que j'avais le Covid, ils vont alerter tous les endroits, ils vont retracer tous les endroits où je partais et ils vont fermer tous ces endroits par mesure de sécurité. Parce qu'en gros, en fait, si je suis passé quelque part et qu'en fait j'étais malade, ça veut dire que j'ai dû laisser des traces d'infection et tout le monde pourrait être infecté. Donc, ça allait être un risque de laisser ces endroits ouvrir. Des fois, ces endroits, ça aurait pu être de gros centres commerciaux, fermés. Ça aurait pu être un restaurant, fermé, juste parce que je suis parti là-bas et parce que j'avais Covid. Et parce que j'avais Covid, pas nécessairement ce jour-là, mais peut-être 2 jours après. C'est ça qui est fou, hein. Et donc, tu vois, même après Covid, en fait, même si la vie normale résumée, c'était toujours pas complètement normal parce que chaque endroit pouvait fermer du jour au lendemain juste parce que quelqu'un qui a été positif a été reconnu et a été retracé dans cet endroit même. Et ça arrivait beaucoup avec ma salle de sport. Il y avait toujours genre des petites alarmes comme quoi il fallait encore qu'on ferme, on pouvait pas faire de classe. Donc, moi, à chaque fois que j'allais là-bas, c'était fun. J'entraînais mes élèves, on s'amusait bien. Mais en fait, quand on regarde bien, l'affluence et la présence et la fréquence à laquelle les clients venaient n'étaient pas assez pour faire entrer un revenu conséquent pour garder la tête hors de l'eau. Donc au final, en fait, ma salle de sport, ils se sont dit, on peut plus pousser, on va se vendre à quelqu'un d'autre et ça va être difficile pour nous de continuer à même payer pour ton salaire et même pour ton visa. Il me dit ça, je me dis, putain, je fais quoi du coup? Et je savais vraiment pas quoi faire parce que je me dis, bon, j'ai plus d'autres opportunités, je sais pas où aller, qu'est-ce que je fais? Personne ne va m'embaucher. Et c'est là en fait que l'idée ultime m'est venue. Parce que, encore une fois, durant tout ce trajet-là, durant tout ce curriculum, même lorsque je travaillais avec ces salles de sport, j'avais toujours mon petit truc à moi. Parce que rappelle-toi, je faisais déjà ça depuis l'université. J'entraînais des élèves en groupe, un à un. Après ça, c'était l'époque du Covid où j'allais visiter des gens, j'allais visiter plein de personnes pour les entraîner. J'étais un petit peu ici et là. Et après, l'époque où je suis devenu entraîneur à plein temps pour ces salles de sport, entre mes classes à cette salle de sport, j'avais toujours ma petite clientèle à moi que j'allais visiter, j'allais entraîner. Au fur et à mesure, en fait, je suis vraiment devenu un des entraîneurs les plus populaires en Chine. Et je me suis dit, écoute, au final, lorsque je regarde bien, je gagne plus d'argent avec ma propre clientèle, avec mon propre truc à moi et mon propre réseau à moi par rapport à l'argent que je me fais aux salles de sport. Donc pourquoi pas lâcher tout ça et on se lance. De toute façon, c'était un objectif et un rêve que j'avais parce que rappelle-toi ce que je t'avais dit, le cours d'entrepreneuriat à l'INTH, c'est là que ça commençait à cliquer. Donc, je pense 6 à 7 ans après avoir être allé à ce cours d'entrepreneuriat à l'INTH, je me rends finalement compte que voilà, c'est possible, je vais le faire. Je ne suis pas obligé de m'accrocher à l'emploi venant d'une autre compagnie pour garder mon visa. Je peux m'avoir mon propre visa et je peux devenir mon propre patron. Voilà un petit peu, tu vois un petit peu les connexions de tout ce que je te raconte. Donc voilà, j'ai cherché un agent et l'agent, le processus a été un petit peu le même.
Il a fallu que je trouve un nom pour ma compagnie. Il a fallu que je procure encore une fois la même chose. Il fallait que je trouve un nom, il fallait que je crée la compagnie et que je me mette en tant que CEO. Et après ça, il fallait que moi, en tant que CEO, je m'emploie en tant que manager. Et à ce moment-là, il fallait encore trouver des papiers qui correspondent. Et encore une fois, mon master en administration d'entreprise m'a sauvé. Ça a fait un match. On a créé la compagnie. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, je quitte tout, j'arrête tout, je travaille pour moi-même. Et depuis 2024, février, je fais que du coaching pour moi-même. Je fais ça en ligne sur mon ordinateur. Je fais des appels, des consultations, je crée des plans alimentaires, des plans d'entraînement pour mes clients. Ils suivent ça de leur côté et après, on reste en contact par message. Il y a quelques clients aussi que je vois en présentiel, ceux qui habitent dans les parages. Je vais plus partout. Je ne vais plus parce que j'en ai plus besoin, j'en ai plus envie. C'était pas réaliste en fait. Durant le temps où je le faisais. Et voilà en fait ce que je fais depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et après, maintenant, ta question c'est, mais Christian, tu es aussi en train de faire ta publicité sur les affaires, les imports, rapport à achat en Chine et tout ça. Et oui, c'est bien ça parce que j'ai commencé cette affaire l'année dernière. Quelque chose que je t'ai pas dit d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est que durant tout le temps où j'étais en Chine, parce que maintenant je suis le gars genre qui vient d'un autre pays, qui arrive dans un pays qui est super populaire en termes de avoir des marchandises, avoir ceci, cela. Donc j'avais tout le temps des gens qui venaient vers moi en fait, qui me disaient Christian, est-ce que tu peux m'acheter ceci en Chine? Est-ce que tu peux m'aider à trouver ce produit en Chine? Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci en Chine? Il y avait tout le temps cet intérêt et aussi ces gens qui venaient vers moi pour me demander de faire quelque chose pour eux en Chine. Et bon, l'année dernière, en gros, je me suis dit, écoute, mon service de coaching, il marche bien, ça glisse, ça se maintient. Pourquoi je n'ajouterais pas quelque chose d'autre et je fais quelque chose de plus gros à une échelle beaucoup plus internationale? Parce que mon service de coaching, c'est surtout pour les expatriés en Chine. C'est surtout pour les Français, les Américains, les étrangers, les gens qui parlent anglais, en fait, qui vivent en Chine. Ok. Mon projet long terme, c'est de pouvoir vraiment manier bien le chinois, la langue chinoise, et essayer de dominer le marché chinois, essayer de travailler et coacher les Chinois aussi. Mais entre-temps, je me disais, j'ai cet impact déjà avec une bonne communauté d'étrangers ici en Chine, mais ça peut pas s'arrêter là. J'ai aussi envie d'avoir un impact sur le monde, sur les francophones du monde, pas seulement sur aider les gens de mon pays, mais vraiment sur le monde. Ça peut être une grosse mission, une mission super honorable. Donc, c'est un petit peu comme ça, en fait, que ça m'est venu à l'idée de me dire, allez, je vais complètement transformer mon Facebook, je vais transformer mon profil LinkedIn, je vais transformer mon Instagram en un profil qui servira de pont entre quiconque veut faire quelque chose en Chine. Et voilà où on en est, ça fait un an. Depuis un an, je me plains pas du tout. Sur Facebook, on est presque à 20 000 followers sur YouTube. YouTube, c'est encore super récent, donc on est à 5 followers. Et suis-moi, hein, si mon histoire te plaît, suis-moi, laisse un commentaire, parce que mon YouTube, ça va être une fois par semaine, on va faire des posts. Et voilà. Donc en gros, voilà un petit peu mon parcours. Ça a été une super longue vidéo, 43 minutes au total, mais j'espère que ça t'a aidé. En gros, en fait, pour un petit peu faire le tour et un résumé de tout, je suis passé par un visa étudiant, visa travail, visa entrepreneur à aujourd'hui. Et je te cache pas qu'il y avait des périodes difficiles, c'est clair. J'ai voulu rentrer chez moi plusieurs reprises déjà durant mon parcours en Chine, parce que ça a pas toujours été facile, tu vois. Il y a des fois où tu te dis, hey, il y a rien qui rentre, hey, je sais pas comment j'ai demain, hey, il y a des problèmes avec mes clients. J'ai eu plusieurs cas avec des clients qui voulaient me traîner en justice pour des conneries. Il y a des trucs stressants qui arrivent. Mais bref, je te dis, comme je l'avais dit plus tôt, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Entre-temps, j'espère que écouter mon parcours t'a plu et que tu ne t'es pas trop ennuyé à écouter. Dis-moi dans les commentaires. Okay, dis-moi dans les commentaires si tu veux voir, écouter, apprendre, connaître ou faire quelque chose de particulier ici en Chine. Ce que je fais, comme tu le sais maintenant, c'est
ma grosse mission, c'est d'aider tout le monde à investir et à s'investir en Chine. Que ce soit pour faire des affaires, pour chercher des fournisseurs, pour acheter leur prochain gros projet, à ramener chez eux et à revendre ou à utiliser pour utilisage personnel, que ce soit pour voyager, que ce soit pour planifier quoi que ce soit ici en Chine. Je suis super confiant que avec mes 10 ans d'expérience et toutes les étapes et tous les niveaux par lesquels je suis passé, je peux aider tout le monde. Donc, n'hésite pas à me contacter au Facebook dans le lien en bas de cette vidéo ou aussi directement au WhatsApp dans le lien en bas de cette vidéo. À plus!